Lance l'enregistrement. Bonjour, bonjour Douchane. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté d'effectuer ce live aujourd'hui. Tu es donc stratège en communication. Je te connais comme stratège en communication, en persuasion alignée et marketing direct sur Internet. Tu es également considéré comme l'un des plus grands spécialistes francophones du copywriting, donc l'art de persuader et vendre par les mots. Et depuis tes débuts en tant que formateur et consultant, donc en 2008, tu as aidé directement plusieurs centaines d'entrepreneurs dans 43 industries différentes. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, donc la majorité des personnes qui me suivent dans la communauté leader, qui est le sujet de la crise, comment s'en sortir en tant que solo-entrepreneur, micro-entrepreneur, entrepreneur en général, face à la crise actuelle qui est une des crises économiques les plus importantes depuis 2008, que nous sommes en train de traverser. Je connais les difficultés, les peurs, les angoisses des solo-entrepreneurs, je les traverse également. Et récemment, donc, tu nous as dit que le mois de mars a été pour toi un mois de mars très intéressant au point de vue justement économique, qui était complètement à l'inverse de ce qu'on a pu croire. Donc, tu as pu nous démontrer que même durant cette période de crise, les entrepreneurs peuvent s'en sortir et encore même mieux qu'avant. Et donc, c'est pour cela que je t'ai invité à ce live qui se fera en 2 parties. Donc, la première partie aujourd'hui, la seconde mercredi prochain à 14 h. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment partager ce live qui va intéresser tous les entrepreneurs. Si vous connaissez d'autres entrepreneurs, n'hésitez pas à leur partager ce live. N'hésitez pas à également poser des questions durant le live en écrivant questions en majuscules. Et je vais laisser la parole à Douchane. Super. Merci beaucoup, Hermina. Donc, concrètement, voilà, c'est la crise. On est tous dans une situation un peu particulière. On est tous un peu inquiets. On ne sait pas trop comment l'avenir va être, à quoi va ressembler l'avenir. Déjà sur la crise, c'est-à-dire la première crise, donc la pandémie de coronavirus, il y a à peu près autant d'opinions qu'il y a d'experts et même beaucoup de gens qui s'improvisent un peu experts au dernier moment. Donc vraiment, on voit tous les spectres d'opinions possibles. Et c'est vrai que dans ce climat-là, on se trouve, quand on est entrepreneur, on est confronté à plein de questions supplémentaires. Et en particulier, cette question primordiale, c'est comment est-ce que ça va impacter mon entreprise, mon succès? Est-ce que je vais pouvoir survivre déjà à cette crise? Et est-ce que je vais pouvoir peut-être même croître pendant cette crise? Et là, ce que nous, on a réalisé, et quand je dis nous, c'est donc mes clients qui sont dans ma communauté qui s'appelle le Labo Marketing, donc où je coach des entrepreneurs, c'est qu'en réalité, quand on a les bonnes stratégies et quand on s'adapte à cette nouvelle situation, eh bien, on s'est rendu compte que le fait de cette tendance que la plupart des entrepreneurs ont à se dire c'est la crise, donc mes clients n'achètent pas, il n'y a plus d'argent, tout se gèle comme ça, tout se bloque. On s'est rendu compte que c'était une pensée limitante et que ce n'était pas vrai dans la pratique. Et voilà, le résultat, c'est que plusieurs de mes clients et moi-même, on a eu notre meilleur mois de chiffre d'affaires en mars 2020, donc en plein milieu de tout ce chaos. Et du coup, ça m'a donné l'idée. Donc, j'ai fait une conférence avec eux il y a quelques semaines parce que voilà, dans l'urgence, tout d'un coup, il y avait cette crise et j'ai viré tout ce que j'avais prévu et j'ai fait ça en quelques heures à la place. Et voilà, ça a été très apprécié, très utile. Ils ont eu beaucoup de résultats avec ça. Et donc, je me suis dit, je vais faire cette conférence pour l'ensemble des personnes qui sont intéressées. Et voilà, c'est un peu sur ça que je me base, qu'on se base là avec cette interview aujourd'hui. Oui, merci beaucoup en tout cas, Douchane, parce que voilà, on a déjà beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont rejoints actuellement. On a Laure Ottman qui nous dit, donc qui est également entrepreneuse, donc qui manie l'art des mots également et qui est artiste, et qui est spécialisée dans la créativité, qui dit: je trouve le thème et l'initiative super pertinent.
effectivement, elle a un rendez-vous de travail actuellement, mais elle va regarder le live avec attention. Donc, n'hésite pas alors à regarder effectivement le live après donc, ton travail et n'hésite pas à nous poser des questions dans les commentaires. Bonjour Frédéric, Ambroisine, donc, qui est photographe professionnel et caméraman professionnel. Bonjour Sébastien Gourrier, ravi de te retrouver là. Salut Sébastien. Oui, bonjour Marie Sarlang, bonjour Sylvain Milon nous a rejoint. Salut Sylvain. Il dit Ninja Marketing Dushan, yes. N'hésitez pas à partager ce live. J'avoue que c'est la première fois. Oui, Laure, tu seras présente également mercredi prochain, super. N'hésitez pas à partager ce live, que j'avoue que c'est la première fois que j'organise un live en si peu de temps. Donc, nous sommes tous les deux sortis de notre zone de confort, aussi bien moi que, que Dushan. Et donc, voilà, merci beaucoup Dushan d'avoir accepté ce challenge. En tant que professionnel, je te retrouve complètement. Donc, je vais te laisser continuer cette thématique très, très intéressante pour nous tous. Merci beaucoup. Donc, en gros, voilà, ce dont je parlais, c'était de cette idée que on a été surpris par rapport aux résultats qui étaient possibles de faire, parce qu'on a toute cette tendance à penser que c'est la crise, donc les gens n'achètent pas, les gens gardent leurs chiffres, leur argent pour des choses urgentes, importantes, etc. Et ça, c'était une pensée limitante. Enfin, on sait que c'est une pensée limitante, ce n'est pas une réalité, vu qu'on a constaté, moi et beaucoup de mes clients, qu'on a fait un meilleur chiffre d'affaires en plein milieu de cette crise. Donc, ça nous a amené, ça m'amène à me poser des questions sur la psychologie, en fait, dans tout ça, la psychologie de l'entrepreneur lui-même et la psychologie des clients, la psychologie de nos prospects et clients autour de nous. Et donc, j'ai essayé de poser, de définir 3 grandes stratégies, 3 grandes approches pour aider les entrepreneurs à non seulement survivre, mais même si possible croître pendant cette période difficile. Et voilà, donc la première partie, le premier de ces 3 piliers, c'est de travailler sur la psychologie, de réfléchir à l'impact de cette situation sur notre psychologie tout d'abord, sur la psychologie de nos prospects et clients, et ensuite, en fonction de ça, comprendre comment adapter nos offres et notre message pour être plus pertinent et pour toucher quand même ces personnes malgré ce changement de situation. Parce que ce qui est sûr, c'est que si on parle aux gens comme d'habitude, alors que la situation n'a rien à voir avec l'habitude, eh bien, on leur donne immédiatement l'impression qu'on est non pertinent. Okay, c'est un péché cardinal de la communication de faire comme si de rien n'était quand il y a tout qui est en train de brûler autour de nous. Donc, on doit s'adapter, mais comment s'adapter? Et donc, ça, c'est la première chose que j'aimerais présenter sur la base de mes connaissances en psychologie, mais aussi sur la base de tests que j'ai faits, certains qui ont été qui ont eu beaucoup de succès et d'autres qui m'ont attiré quelques ennuis. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce test-là? C'est un gag, c'est que quand on communique sur une crise, il y a beaucoup de stress, les gens sont tendus. Alors, quand on essaye de sortir un peu du côté politiquement correct et du côté lisse et diplomatique, eh ben, forcément, les gens, certains, le but, c'est de les toucher, donc ça les touche, mais certains, ça les touche très mal. Et... Par contre, il faut simplement préciser, quand tu parles de ces personnes-là, alors moi, parce que je connais cette anecdote-là, là, tu parles de prospects froids. On ne parle pas des personnes qui te connaissent déjà. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, pour que vous ayez le contexte, j'ai fait quelques tests sur Facebook publicitaire, sur la régie publicitaire de Facebook, avec une vidéo un petit peu provocante sur le thème de la crise, avec un masque à gaz et des trucs comme ça. Et alors, la majorité des gens ont adoré, ça s'est très bien passé, etc. Mais il y a toujours une minorité très bruyante de gens qui ont très, très mal pris le truc et qui m'ont envoyé du pâté plein la figure pendant un moment. Mais... voilà, ça fait partie du truc, c'est-à-dire que on est dans une période différente, on est dans une période tendue au niveau psychologique et la première chose à faire, c'est de l'admettre, d'en avoir conscience et de réfléchir à qu'est-ce que ça change au niveau de la psychologie des acheteurs de nos prospects et clients et au niveau de notre propre psychologie. Donc, en gros, là, l'idée, comme vous avez vu, donc, comme Hermine l'a dit, c'est une interview en 2 parties. Et donc, dans cette première partie, aujourd'hui, on va parler de ça, de la psychologie, de vous-même en tant qu'entrepreneur et de vos prospects et clients. Et dans la deuxième partie,
je vais essayer de vous présenter plus concrètement les stratégies marketing qu'on peut mettre en place quand on est un entrepreneur, un infopreneur, un coach, un consultant, bref, une petite entreprise. Quelles stratégies concrètes on peut mettre en place pour générer du cash et bâtir, non seulement augmenter ses chances de survivre et croître pendant cette situation, mais aussi préparer l'après pour pouvoir redémarrer sur les chapeaux de roue quand les choses vont s'arranger un petit peu. Donc voilà. Parce que je trouve ça très, très intéressant. Donc, ça donne une perspective optimiste et ça peut désangoisser de savoir qu'il y a des solutions. Ton exemple qui est que oui, j'ai pu tripler mon chiffre d'affaires au mois de mars, vraiment peut vraiment aider tous les entrepreneurs qui nous écoutent et dire oui, c'est possible de préparer l'après et d'être vraiment et de continuer son business même durant la crise. Alors, je n'ai pas triplé mon chiffre d'affaires. Je ne sais pas. Ah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Tu m'avais dit que tu avais eu un chiffre Ouais, d'affaires. en fait, j'ai eu le meilleur chiffre d'affaires depuis au mois de mars, depuis longtemps. Et Ah, certains de mes clients la même chose. Après, triplé, non, c'est pas. d'accord. J'aimerais bien, mais non, quand même pas. Merci de donner cette précision-là. C'est que j'ai mal lu, en tout cas. Ouais, pas de souci. Ouais, mais non, effectivement, ça a été. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très positif dans ces crises, c'est que moi, comme tout le monde, hein, c'est-à-dire quand il y a une crise comme ça, on se dit oh là là, c'est pas une situation comme d'habitude, il faut être prêt. Donc, ma priorité, comme devrait être la vôtre, c'est de faire rentrer du cash pour que mon entreprise puisse parer aux imprévus dans cette situation, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir va être fait. Donc, je dirais que le stress causé par la crise m'a motivé pour être extrêmement productif et agir de manière extrêmement agressive pour aller faire rentrer du cash. Et je pense que c'est simplement le fait d'avoir fait ça, de ne pas avoir écouté mes pensées limitantes qui me disaient c'est trop tard, les gens ils n'achètent plus rien maintenant, c'est la crise, etc. Je pense que tout ça mis ensemble, ça m'a permis d'avoir ces bons résultats-là. En fait, c'était vraiment, j'ai fait une campagne qui m'a donné ces résultats-là, que j'ai adapté simplement au contexte de la crise pour que ce soit pertinent. Et c'est un peu ce dont on va discuter. D'accord. Bon, ben moi, je note en tout cas ne pas écouter ses pensées limitantes. Ouais. Et la première chose, justement, c'est d'être conscient qu'on a des pensées limitantes. Et honnêtement, il y a des choses en marketing en particulier, il y a tellement de choses on croit savoir parce que tout le monde le fait, tout le monde le dit. Et donc, on ne sait pas que c'est une pensée limitante. On sait que c'est une pensée limitante qu'après coup, quand on réalise, ah putain, mais merde, j'aurais jamais dû faire ça comme ça. Et en fait, si j'avais pas eu la chance de voir que j'ai eu ces résultats-là et que mes clients ont eu aussi ces résultats-là, moi, j'étais persuadé avant que ouais, c'est la crise, les gens ont peur, donc ils ne dépensent plus rien. Donc, c'est une mauvaise période pour vendre. On ne peut pas vendre maintenant. Et en fait, voilà, c'est que parce que j'ai pu avoir ces résultats et tester que j'ai eu la preuve que ce n'était pas nécessairement vrai, ni dans mon cas, ni dans le cas de mes clients. Et du coup, dès qu'il y a une exception, on ne peut plus dire que c'est une règle absolue et tout ça. Peut-être que c'est vrai dans certains cas, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et du coup, moi, j'invite tout le monde aujourd'hui à se dire, si je pense quelque chose dans ce genre-là, que c'est, entre guillemets, que c'est la mauvaise période, eh bien, de juste s'autoriser à remettre ça en question en se disant peut-être que ce n'est pas vrai que c'est la mauvaise période, peut-être que je ne sais juste pas comment adapter ma communication, adapter mes campagnes pour que ça marche quand même. Donc, c'est comme le cas… Pardon ? Il faut donc faire des tests, oser faire des tests, comme tu l'as Voilà, de toute façon, entre guillemets, vous n'avez rien à perdre parce que si vous faites rien en vous disant de toute façon, on ne peut pas vendre maintenant, c'est la crise, vous n'aurez pas de résultat. Par contre, si vous testez ces campagnes, si vous adaptez votre message, eh bien, le pire qui peut vous arriver, c'est la même chose, c'est-à-dire de ne pas avoir de résultat, mais très généralement, vous allez être surpris parce qu'il ne faut pas oublier que justement, si tout le monde pense comme ça, eh bien, il y a beaucoup moins de gens qui font des choses. Donc, vous avez beaucoup plus d'attention de la part de votre cible parce que tous vos concurrents, entre guillemets, pensent que ça ne sert à rien maintenant, etc. C'est exactement comme les vacances d'été. En fait, il y a beaucoup de marketeurs qui disent « Ouais, les vacances d'été, ce n'est pas une bonne période. » Et moi, j'ai aussi régulièrement fait mon meilleur chiffre d'affaires pendant les vacances d'été. Parce que vu que tout le monde pense que ce n'est pas une bonne période, personne ne fait rien. Donc, si on fait des choses, on a beaucoup plus d'attention. Et je pense que c'est un peu la même logique, en fait. Ouais, j'adore cette logique de contre-intuitive, c'est-à-dire aller dans tout ce qui est contre-intuitif
le live avec Michel Wozniak qui était complètement basé là-dessus. Et cette logique de contre-intuitif, on ne l'a pas forcément. Et là, vous êtes deux à me l'avoir confirmé. Ayez la logique contre-intuitive. Moi, par exemple, mon intuition était liée à ce que j'aime faire, c'est fédérer et communiquer. Je suis une communicante et je suis une fédératrice. Et je me suis dit, non, moi, je ne vais pas rester à rien faire. Mes séminaires, c'est tombé à l'eau, mes stages sont tombés à l'eau, mes ateliers en présentiel sont tombés à l'eau. Je le fais en live et je le fais tous les jours. Mais j'ai eu cette appréhension-là, Douchane, où je me suis posé la question, est-ce que c'est délicat que que je fasse des lives avec des experts dans cette période de crise et que je continue de parler business en période de crise? Eh ben, j'ai osé le faire et je me suis rendu compte qu'il y avait des entrepreneurs qui ont dit merci derrière. Mais c'était Ouais, contre-intuitif. tout à fait, ouais, je comprends tout à fait. Il y a toujours cette petite réticence par rapport à la pudeur dans un sens de est-ce qu'on n'est pas un peu, est-ce qu'on n'est pas un peu un chacal de parler de business dans une période de crise où il y a tant de gens qui ont leur business qui se cassent la gueule ou qui sont menacés. Et il y a beaucoup de mes clients aussi qui avaient ce genre de blocage qui m'ont posé la question. Même moi, je me demandais un peu voilà, comment faire les choses. Et en fait, je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que si on a des choses à dire en business, si on a de la valeur à apporter en business, c'est une responsabilité philosophique de communiquer ce qu'on sait qui peut aider d'autres gens parce que si on se tait par peur que certaines personnes nous jugent comme étant opportunistes, eh bien, on va faire plaisir à quelques cyniques, on va priver énormément de gens de ce qu'on peut apporter. Et je pense que ça, ce serait criminel. Je pense que c'est la responsabilité de toute personne qui a une expertise, que ce soit en business ou dans n'importe quel autre domaine, d'ailleurs, qui peut être utile maintenant, qui peut être importante maintenant dans cette période, peut-être même plus que jamais. C'est une responsabilité morale de partager ça et puis de faire un gros fuck aux cyniques et aux trolls qui vont de toute façon se plaindre, quoi qu'il arrive, ils vont trouver des choses à redire. Alors, si tu fais quelque chose, eh ben, tu es un profiteur parce que tu profites de la crise. Et si tu fais autre chose, il y aura autre chose, etc. Donc, ça, c'est. Voilà. Sébastien Gourier nous dit, oui, moi aussi, j'ai pris conscience que j'avais des croyances limitantes. Donc ça, c'est très important, cette prise de conscience, comme vient de nous dire Douchan. J'ai fait un travail il y a quelques jours pour les identifier et les reprogrammer grâce à l'EFT. Je dois faire des répétitions chaque jour, alors que Sébastien est vraiment un entrepreneur invétéré, quoi. C'est quelqu'un qui, voilà, Sébastien, je te connais comme un très très bon entrepreneur, serial entrepreneur. Et même si toi, tu as besoin de travailler là-dessus dans cette période-là, c'est vrai que là, vraiment, Douchan, enfin, tes lives d'aujourd'hui et de mercredi prochain sont vraiment très très pertinents. Merci beaucoup, Sébastien, pour nous avoir transmis ce message qui va, à mon avis, aider pas mal de personnes, se poser, identifier ses croyances limitantes, si on peut seul, sinon avec d'autres personnes. Bonjour Evelyne, bonjour James Collin. Ah James, ravi de te retrouver là. Shadia Malika, yes. James qui dit les pubs valent moins cher aussi, comme le pétrole. Oui, peut-être, je n'ai pas testé, j'avoue. Alors Malika, bonjour James, jamais 203. Oui, peut-être par rapport aux personnes que j'ai interviewées avec la contre-intuitivité. Il dit aussi, c'est pas contre-intuitif de faire plus de live quand presque tout le monde est à la maison à se faire chier. Oui, certainement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Soi-même, ça occupe également. Yes. Et Béatrice nous dit bonjour. N'hésitez pas à poser des questions et à nous partager ce que vous avez vécu. S'il y a des choses auxquelles vous vous identifiez actuellement, donc n'hésitez surtout pas. En fait, pour réagir sur ce que disait Sébastien, je pense que tout entrepreneur, aussi confirmé soit-il, on a tous des pensées limitantes. La seule différence entre, disons, les pros et les amateurs, c'est que les pros, ils sont vigilants et ils les acceptent. Et ils essayent voilà, d'y prêter attention. Mais je pense que je ne connais pas une personne qui n'a pas parfois des pensées limitantes. C'est tout à fait, ça fait partie du deal, quoi. Ça fait partie du… Ça fait partie de la psychologie humaine et Exactement, ouais. l'évolution, tout être humain est un être d'évolution et forcément, on vit des choses chaque jour avec. Si on a eu une enfance extraordinaire, ok, on n'a pas de croyances limitantes,
mais forcément, on va avoir un jour des conflits, forcément, on va avoir en pleine figure une image de soi qui ne nous plaît pas. Donc, c'est vrai que les croyances limitantes sont inhérentes à l'espèce humaine. Il y aura toujours quelque chose, ouais. Oui. Et d'ailleurs, ça m'amène au premier point que je voulais transmettre dans cette interview. C'est avant de parler des autres, avant de parler des prospects et des clients, c'est vraiment de penser à soi. Et en fait, ça m'amène à une petite anecdote que je voulais partager avec vous. Parce que quand on est entrepreneur, on a un peu cette philosophie que voilà, on est entrepreneur, donc on est dans une logique d'être un peu des guerriers, c'est-à-dire on est sur le front, on prend les responsabilités, on est proactif. Les entrepreneurs, c'est des gens qui transforment la réalité, qui ont le contrôle sur la réalité. Donc tout ça, ça crée une mentalité qui fait que parfois, on a un peu cette tendance de vouloir être une force, d'être infaillible, d'être des combattants et d'affronter les challenges, affronter la réalité, quel que soit en fait ce qui se passe autour. Et ça me rappelle une anecdote dans un contexte complètement différent, mais que vous allez voir, il y a des liens avec ce dont on parle maintenant. Il y a quelques années, il y a déjà pas mal d'années, j'étais en Israël pour faire une formation donc, de tout ce qui est lié à la self-défense et à la protection rapprochée, qui est un hobby à moi, on va dire. Ça fait bizarre de parler de ça comme d'un hobby. Non, Et, ça peut être un hobby, j'en connais. Et on arrive donc dans une petite ville, dans l'endroit où allait commencer la formation, à Netanya. Et notre instructeur, il s'appelle Eyal Yanilov, c'est le numéro 1 mondial dans le domaine. C'est vraiment une sommité et tout ça. Et il nous a dit un truc qui m'a beaucoup marqué et que j'essaie d'appliquer aussi maintenant, il nous a dit, les gars, vous êtes tous des hommes forts, vous êtes des guerriers, vous êtes des solides et tout. Malgré tout ça, j'aimerais que vous preniez une petite seconde pour prêter attention au fait que vous êtes stressé maintenant. Et premier réflexe, c'était, mais que dalle, on n'est pas stressé maintenant, tout va bien, on n'est pas stressé. Et il dit, si, vous êtes stressé maintenant. Vous venez de voyager d'un pays étranger, vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, un pays qui est en plus un petit peu dans une sorte d'état de siège, de guerre, machin. Vous êtes stressé, c'est juste que vous êtes entraîné par votre définition de vous-même à ne pas accepter ce stress parce que vous êtes des guerriers, vous êtes solides, etc. Prenez une minute maintenant pour accepter que vous êtes stressé. Accepter ce stress et quand vous aurez respiré ce stress une ou deux fois et accepté, là, vous serez enfin plus stressé ou en tout cas, ça ira plus vite. Et je pense qu'il y a un parallèle très intéressant avec la situation actuelle et les entrepreneurs parce que les entrepreneurs sont des guerriers dans un sens positif, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir le contrôle sur les choses, ils veulent être proactifs. Et comme tous les guerriers, quand on est entrepreneur, on n'aime pas trop avouer de la faiblesse, de la paresse, etc., etc. Et donc, on a une tendance parfois à lutter un peu contre, à se dire je vais prendre le contrôle sur cette situation, c'est la crise, mais je vais faire des trucs. Et je pense que dans ce contexte, c'est aussi vachement important de prendre une petite minute pour accepter qu'on est stressé par cette situation. Comme nos clients, comme tout le monde, etc. Et juste prendre le temps de l'accepter à soi-même. Parce que tant qu'on ne l'accepte pas à soi-même, ce stress, il est là quand même, qu'on le veuille ou non, et il va nous influencer dans nos décisions. Ben oui, il faut en prendre conscience, comme tu l'as dit, il faut en prendre conscience. Peut-être qu'on n'en est pas conscient. En Gestalt thérapie, on parle de baromètre de stress et on a plusieurs couleurs, tu vois. On a le vert, le jaune, le vert, orange et rouge. Et très souvent, on est dans le rouge, on ne s'en rend pas compte. Et notre corps, c'est comme un véhicule avec des clignotants. Et l'idée, c'est de connaître les clignotants de notre véhicule qui nous donnent la couleur du baromètre de stress. Et c'est ça que ton instructeur t'a donné, c'est ayez conscience de l'existence du baromètre de stress et de quelle est la couleur de ce baromètre de stress. Et ensuite, une fois que tu identifies que tu étais dans le rouge parce que tu as mal au dos, parce que tu as mal ici ou tu as mal à la tête, j'en sais rien, c'est le corps qui te donne cette indication-là. C'est quelle est ta propre méthode pour passer du rouge au vert. Il y a aussi cette deuxième indication-là qu'il faut donner. Donc, quelle est votre méthode pour passer du rouge au vert rapidement? Vous, qu'est-ce que vous avez fait pour passer du rouge au vert? En fait, je pense que quand tu acceptes
Parce que le stress, il vient en partie de la situation extérieure, mais il vient en partie aussi du fait de ne pas vouloir l'accepter. Tu ne veux pas accepter que tu es stressé parce que tu es fort, donc ça te stresse encore plus, donc tu veux l'accepter encore moins, et ça fait un truc Donc, comme le ça. fait Donc, d'accepter l'émotion voilà. la fait partir pour toi. C'est comme en méditation, quand tu as une pensée, tu n'essaies pas de lutter contre et de te dire non, je veux pas, je dois pas penser maintenant. Tu l'acceptes, tu la laisses passer comme un nuage, machin, et tu t'accroches pas à elle et tu la laisses passer. Donc, le simple fait d'accepter qu'on a ce stress, c'est la première manière de s'en débarrasser. Et surtout, le fait d'en prendre conscience, ça permet d'être lucide sur l'impact que ça a sur les décisions qu'on prend comme entrepreneur. Parce que qu'on le veuille ou non, on est stressé, mais si on accepte qu'on l'est, au moins on peut tenir compte de l'impact que ça a sur nos décisions. Et toutes les décisions qu'on a en période de crise sont impactées par ce stress. On peut parler des décisions en termes d'investissement. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec ces investissements? Les gens qui, par exemple, dans cette situation, ont décidé de liquider tous leurs investissements et de tout vendre, évidemment que c'est une réponse de stress et que c'est probablement une réponse qui aurait mérité d'être analysée et calmée. La peur de vendre, la peur de faire des démarches parce qu'on croit que c'est mort en ce moment et que personne n'achète rien, tout ça, ça vient aussi, la peur, ça vient du stress, etc. etc. Donc, ça, c'est le premier point vraiment important que je voulais vous transmettre par cette petite anecdote. C'est de commencer par soi, commencer par son mindset. Et la première chose, c'est d'accepter son stress, de respirer un grand coup, de le laisser partir et ensuite de se demander si on a d'autres pensées limitantes derrière ce stress, comme notamment celle dont on a parlé au début, c'est-à-dire que c'est la crise, donc personne n'achète rien, parce que si vous pensez ça, c'est clairement faux, c'est juste que vous ne savez pas comment faire encore pour adapter votre communication. Oui, penser à soi, mais penser, là tu parles d'analyse, donc penser à soi, ne pas prendre des décisions face à une émotion très forte. Donc il ne faut pas prendre des décisions quand on est en colère, par exemple, ou quand on a peur. Donc on est complètement dans ça. Et il y a donc, ça nous permet aussi d'analyser nos comportements. On n'est pas conscient forcément de comment on agit, quelles sont nos actions, mais aussi nos réactions. C'est ça qui est très important. Donc, l'analyse est importante. Qui nous sommes face à la situation en temps de crise et comment on réagit, quels sont nos comportements et évidemment nos décisions. Alors, il y a James Collin qui dit « Je suis stressé, je confirme. Et je connais la source. Je repousse l'échéance, une dent. Il faut que je prenne le contrôle et un rendez-vous avec le dentiste. » Oui, d'accord, on est plus terre à terre. Sébastien qui dit « Accepter dans la tête, puis accueillir dans le cœur. » Et ensuite intégrer dans le corps. C'est très beau ça, tête, cœur, corps. Donc accepter dans la tête, accueillir dans le cœur et ensuite intégrer dans le corps. Merci beaucoup Sébastien pour ce retour très poétique. Ok. Donc, il y a un autre concept qui vient de la psychologie qui nous permet de réfléchir à ça et qui est très intéressant. C'est d'ailleurs aussi lié au domaine de la self-défense, de la protection rapprochée, etc. Mais c'est un hasard, c'est deux concepts différents. C'est ce modèle des 3 F qui dit qu'en fait, un animal en situation de crise, donc évidemment pour un animal, les situations de crise, c'est très concret. Il n'y a pas de crise économique pour les animaux, c'est des crises genre il y a un animal qui veut te bouffer et comment tu réagis. Mais pour nous, évidemment, les crises peuvent prendre une dimension beaucoup plus abstraite. Mais bref, c'est la même chose. Ces 3 réactions, c'est donc le modèle des 3 F. C'est en anglais, c'est fight, flight ou freeze. Fight, flight ou freeze. Fight, ça veut dire combattre. Flight, ça veut dire fuir. Et freeze, ça veut dire geler. Et en fait, ce modèle psychologique dit que chaque personne face à une crise a 3 possibilités. Soit elle combat, soit elle fuit, soit elle gèle. Et si vous prenez l'exemple d'un animal qui se fait pourchasser par un autre, selon son profil, selon la situation, selon sa psychologie, etc., il va soit fuir, soit combattre, soit geler. Soit les 3 l'un après l'autre. Alors, geler, ça veut dire qu'il ne réagit pas. C'est comme une petite souris face à un chat. La petite souris, en général, elle reste sur place. Elle ne va pas forcément… Exactement. En fait, on va alterner de l'un à l'autre. C'est-à-dire que la souris, elle peut, si elle se fait coincer, elle peut mordre le chat. Donc, c'est combattre. Elle va lui mordre le nez et puis le chat, elle espère que voilà. Son instinct premier sera fuir, toujours.
Et si elle est coincée, il y a c'est l'état du choc, c'est-à-dire on se met en mode on gèle, ce qui a une réalité physiologique. Quand on se met en choc et qu'on gèle, ça augmente nos chances de survie parce que voilà, on concentre le son sur nos organes internes. Enfin bref, il y a tout un système en psychologie, c'est très intéressant. Donc maintenant, nous, on n'est pas des petites souris, mais face à une situation comme la crise actuelle, on a aussi ces trois tendances. Et la question que je veux vous poser et qu'on doit tous se poser, c'est dans quelle situation on est. Typiquement, l'entrepreneur qui dit je vais bloquer tous mes investissements, je vais plus faire de pub parce que les gens n'achètent pas, je vais juste voilà, me maintenir à flot, etc. Il est en mode freeze, c'est-à-dire il gèle. Hein, je gèle tout, je mets la tête dans le sable, j'attends que ça passe. Quelqu'un qui va dire je liquide tout, je liquide tous mes investissements, je sucre tous les projets à long terme, tous les trucs, et je me concentre vraiment sur le court terme, etc. On peut dire qu'il est un peu en mode fuite, ce qui n'est pas forcément mauvais. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur entre ces trucs. Typiquement, moi, personnellement, j'ai liquidé certains investissements un peu risqués que j'avais pour avoir du cash flow, pour pouvoir faire des choses à plus court terme. Je ne dirais pas, par contre, qu'il faudrait être trop dans le mode fuite et, par exemple, tout remettre en question et tout liquider sur la base de cette crise. Ne pas être dans l'excès, être dans la modération. Exactement. Et la troisième attitude, c'est donc le combat. Alors, je précise, il y a des gens qui peuvent avoir peut-être une mauvaise vision du terme combat comme quelque chose de violent et tout. C'est aussi des pensées limitantes. Je parle de combat dans un sens positif, c'est-à-dire le fait d'oser résister face à l'adversité. En gros, le fait d'être. C'est une forme de résilience aussi pour moi, et Ouais. on ne peut pas faire autrement que d'être ce qu'on est. Et voilà, moi je suis dans l'action, et je me dis je reste dans l'action, je le fais avec modération, je m'adapte à la situation. Coucou, je suis là. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont du coup voilà, c'est peut-être opportuniste, mais il ne faut pas être con, je suis désolée. Il y a pas mal de personnes qui sont derrière leur écran parce que justement, elles ne peuvent plus être dehors. Voilà, c'est être dans la logique des choses. Pour moi, c'est une question de bon sens. C'est ça, et c'est une question de survie en fait. Parce que les gens qui pensent que de fonctionner en mode, par exemple, les gens qui vont, il y a une stratégie qui est de la fuite, pour moi, c'est nier le problème, nier la réalité. C'est oui, mais de toute façon, c'est pas si grave, au final, c'est gonflé, c'est moins dangereux que la grippe, j'en sais rien. Enfin, c'est un peu, on exagère tout, tout va bien, tout est comme d'habitude. Ça, c'est de la fuite. Et le côté gel, c'est-à-dire je fais rien, de toute façon, on ne peut plus rien vendre, c'est fini tout, c'est mettre la tête dans le sable, c'est le gel. Ces deux attitudes-là, elles auront des conséquences très concrètes. C'est que si vous avez ces attitudes-là, vous allez couler. Il y a énormément d'entreprises qui vont faire faillite. Il ne faut pas rêver, même si l'État soutient un peu, blablabla, on ne sait pas exactement comment, sous quelles conditions, qui aura droit, est-ce que ça va arriver dans 3 ans. Enfin, on ne sait pas grand-chose, en particulier pour les indépendants qui sont rarement les premiers à être aidés quand il y a des problèmes. Donc là, du coup, Donc, il reste. une catastrophe si aujourd'hui on est encore dans la fuite et. C'est ça, ouais. Et le premier message, la raison pour laquelle je vous ai donné ce modèle des 3 F, c'est pour vous dire, si vous n'êtes pas en mode combat maintenant, il faut vous y mettre très vite, sinon vous allez couler. Et c'est vraiment, je dis ça sans hésitation, avec fermeté, c'est pas le moment d'être en mode business as usual, c'est pas le moment d'être en mode gel, c'est le moment de réagir, c'est le moment de sortir de sa zone de confort, c'est le moment de prendre des risques, c'est le moment de développer des choses pour l'après. Parce que c'est vrai que dans certains cas, beaucoup moins de cas qu'on croit, mais dans certains cas, on ne peut pas vraiment faire quelque chose pour maintenant. Il y a certaines entreprises, elles n'ont pas vraiment de solution tout de suite. Par contre, ce que tout le monde peut faire, c'est maintenant commencer à préparer l'après. Au lieu de se dire, maintenant c'est fini, je mets la tête dans le sable et j'attends l'après pour commencer à agir. Parce que si vous commencez maintenant à préparer l'après, ça c'est un truc qu'on verra en détail la prochaine fois, mercredi prochain, si vous commencez maintenant à préparer l'après, quand cette crise sera un peu derrière nous et qu'il va y avoir une reprise, on sait que les gens, après avoir été dans une crise, il y a une explosion de l'autre côté parce qu'il y a un équilibre qui doit se faire. Eh bien, vous avez le choix entre commencer à ce moment-là à sortir la tête du sable et vous dire « Oh, maintenant, je peux faire du marketing, maintenant, je peux faire des choses », ou alors avoir déjà tout préparé pour que quand ça arrive, vous ayez déjà le contrôle sur le terrain pour pouvoir tirer un maximum de cette remontée.
Surtout qu'on a très souvent pas beaucoup de temps pour tous les projets qu'on a mis en stand-by pour développer l'entreprise parce Mhm. on a la tête dans le guidon. Et là, on a une profusion de cette denrée précieuse qui est le temps. Mhm. Et pourquoi justement ne pas utiliser ce temps de façon stratégique? Donc toi, tu es stratège et Mhm. c'est vraiment ton modèle stratégique qu'on ressent là tout de suite. C'est comment stratégiquement utiliser ce temps précieux maintenant pour l'après Oui, tout à fait, tout à fait. et ressortir un projet du tiroir. Et là, ce temps-là, vous l'utilisez. On a un mélange entre l'espace-temps, entre le passé, le maintenant et l'après. Maintenant. Mhm. Et c'est vraiment, c'est très juste ce que tu dis, c'est que souvent on est le nez dans le guidon, on travaille dans son entreprise et pas sur son entreprise. Vous connaissez toute cette expression. Et là, si vous avez moins de, alors c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, moi j'ai moins le temps maintenant que normalement, mais si vous avez plus de temps maintenant parce que vous avez moins de clients, vous êtes un peu en ralentissement d'activité, ben, c'est le moment ou jamais de profiter pour être audacieux, lancer des nouveaux projets, etc. C'est vraiment du temps à investir dans l'entreprise pour faire des choses différemment. Alors, je regarde s'il y a quoi que ce soit avant de continuer, pour pas être trop en rade au niveau des questions. Douchan me dit Sébastien, tout à l'heure, comme tu as dit que tu avais déclenché une campagne en mode agressif, tu as donc activé le mode combat, n'est-ce pas? Ouais, c'est le mode combat, c'est vraiment à mon avis, c'est vraiment dans ce mode-là qu'on doit être maintenant. On ne peut pas être en mode fuite ou en mode gel. Il faut être en mode combat parce que la situation, elle est difficile, elle est problématique. On va au-devant d'une crise. Voilà, chacun a son opinion. Je ne vais pas trop parler de. Voilà, je ne suis pas expert en pandémie ou même en économie. Mais en tout cas, on sait qu'on va au-devant de quelque chose qui est un gros challenge pour l'humanité, probablement un challenge qu'on n'a jamais encore, auquel on n'a jamais été confronté. Oui, Donc, c'est la plus grosse crise économique depuis 2008, donc certains disent même depuis la crise de 29. Donc le voilà. 29. Ah oui, En tout cas, c'est sûr que ça peut pas être business as usual. Ça peut pas être, c'est pas une anecdote dans l'histoire ce qui se passe maintenant. alors Donc, par du contre, quand coup, tu on a dis besoin d'être en mode combat et en mode, on doit être réactif, extrêmement alors, réactif par rapport est-ce à que ça. tu peux spécifier ce mode combat? Parce que là, on parle d'agressivité. Il y a deux formes de marketing, inbound et push. Est-ce que là, tu es en train de nous dire que, parce qu'on pourrait l'interpréter comme ça, qu'il faut lâcher le marketing inbound en ce moment et qu'il faut être dans le marketing push? Euh, j'ai pas explicitement formulé les choses comme ça, donc j'y ai pas réfléchi plus que ça, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a de ça. C'est sûr que quand on parle d'agressivité, de proactivité, c'est sûr que vos clients, et pour ça, on doit parler justement un des sujets d'aujourd'hui, c'est-à-dire quel est l'impact sur la psychologie de vos clients. Alors, évidemment, c'est un peu le même que vous, hein, il y a pas on est tous un peu pareils, mais on va parler de ça plus en détail. Mais ce qui est sûr, c'est que vos clients aussi, ils sont peut-être en mode gel ou fuite ou combat, enfin, ils sont dans l'un des trois. Et je pense clair que dans cette période-là, il ne faut pas trop compter sur eux pour être proactif et venir à vos côtés pour de l'aide. Donc, je pense effectivement, comme tu dis, que c'est le moment il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher et il faut, par contre, communiquer d'une manière un peu différente. C'est ça dont on va parler tout de suite. Mais c'est D'accord. clair que là, c'est clair que si on veut contrôler ses résultats et si on veut, dans cette période difficile, aller générer du cash, générer, disons, de la stabilité pour cette période difficile, on ne peut pas juste compter sur le fait que des gens vont arriver à nous un peu par hasard, un peu magnétiquement comme ça. Il faut aller les chercher. Et donc, ouais, le push marketing direct, c'est vraiment la clé. D'ailleurs, la prochaine fois, mercredi prochain, on parlera en tout cas, une campagne très concrète qui peut être appliquée dans plus ou moins tous les cas, en tout cas pour les gens qui sont dans le domaine de l'expertise, de l'information, du coaching, du consulting, etc., pour vraiment aller mettre ça en place concrètement. Donc, Ouais, ouais, clairement compter sur le inbound, sur le marketing indirect, c'est extrêmement dangereux maintenant parce que vous n'avez pas tellement de contrôle dessus. Et dans une période comme ça, il faut prendre le contrôle vite pour réagir vite, pour pouvoir survivre et mettre en place des choses pour le plus moyen terme. d'accord. Bah, écoute, c'est intéressant. Donc là, pour finaliser cette partie-là, j'ai une dernière question de Frédéric Ambroisine.
Donc, simplement pour clarifier, hein, donc, abordez-vous l'entrepreneuriat comme une activité dont l'environnement serait hostile et dont il faudrait se défendre? Pourquoi cet intérêt pour la self-défense? Ça a rien, mon intérêt pour la self-défense, il n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. C'est deux choses complètement différentes. C'est juste qu'il y a des ponts psychologiques dans l'un à l'autre parce que le marketing, le marketing, c'est quelque chose qui touche très profondément à la psychologie humaine Oui. et qui touche même à la psychologie humaine à un niveau presque reptilien, c'est-à-dire la base du cerveau humain. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise en marketing, qu'on fait en marketing, qui sont très primitives et qu'ensuite on vient rationaliser avec des explications. Mais voilà, le comportement des humains, il a une grande part qui est très instinctive, très primitive. Oui, Christian Et Godefroy l'explique d'ailleurs dans son ouvrage sur l'art du copywriting. Il commence par la psychologie et justement, et moi je ne m'attendais pas du tout quand j'ai lu son ouvrage que j'allais découvrir tout un pan de psychologie humaine. pourtant, tout en marketing commence par la psychologie. Et quand on comprend la psychologie, euh, on a en tout cas les grands principes qui nous permettent de savoir quoi faire en marketing. Mais pour finir de répondre à la question, donc, ce côté psychologique est très primal qu'on observe en marketing. On l'observe encore beaucoup plus dans le domaine de la self-défense, vu qu'on touche à quelque chose qui est également très primal. Maintenant, non, quand je dis cette question, je la comprends à mon avis dans le sens qu'il y a, selon notre sensibilité, on va voir l'idée de agressivité, combat, etc. comme quelque chose d'un peu négatif. Pour moi, c'est quand j'emploie ces termes, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, c'est vraiment pour moi, le guerrier, c'est pas quelqu'un qui est méchant ou agressif dans un sens brutal, violent, etc. C'est agressif dans le sens, c'est faire des trucs, faire beaucoup. L'agressivité, pour moi, c'est faire beaucoup d'actions vite, sans trop attendre, sans trop d'hésitation. C'est vraiment être réactif et proactif dans une situation critique. C'est dans ce sens-là que j'emploie le mot agressif. C'est pas du tout dans une logique de conflit, de jeu à somme nulle, c'est-à-dire il faut prendre pour que les autres n'aient pas, ou moi je gagne, eux ils perdent. C'est pas du tout dans cette logique de Donc, ouais, moi, conflit. ce que je comprends là, vraiment, ce que moi, je comprends là, c'est pas de l'agressivité vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis des autres. On n'est pas dans une relation à l'autre. Mhm. L'agressivité vis-à-vis peut-être de nous, de la façon dont on a travaillé jusqu'à présent. Quand tu dis être proactif, avoir beaucoup plus d'action, de ne rien lâcher, c'est Mhm. peut-être une forme d'agressivité de soi à soi par rapport à notre manière de faire. Par rapport de soi à soi et aussi par rapport à l'urgence et à la gravité de la situation qui fait qu'on ne peut pas faire autrement. On doit être un peu en mode survie. Quelqu'un qui est perdu au milieu du désert, il doit faire tout ce qu'il peut pour survivre et il doit être agressif. Ça ne veut pas dire qu'il a de la haine contre le désert ou contre voilà, c'est un peu dans ce sens-là, je pense. Il y a une petite histoire que j'aime bien, c'est ce moine, ce disciple japonais à l'époque des samouraïs au Moyen Âge qui dit, mais maître, vous parlez tout le temps de paix, de calme, etc. Et pourtant, on s'entraîne à la guerre. On apprend les armes, etc. Comment ça se fait? Et le maître, il répond, il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Et j'aime bien cette petite histoire. Pour dire que vu que c'était la question, voilà, il n'y a pas de lien entre le combat en self-défense en réalité et dans le marketing. Le seul point commun, c'est vraiment l'idée de vouloir être proactif et de pouvoir survivre et s'adapter, réagir à la situation de la meilleure manière possible. Oui, c'est une question de survie, vraiment. Là, ce que je retiens, c'est quelles sont vos actions, vos réactions et vos comportements, vos décisions face à cette situation de crise en mode survie. Mhm. James, jouer sur les peurs, donc comme d'habitude. Ah bon, bah là, James, oui. Proposer des solutions à ces nouveaux problèmes en appuyant sur les inquiétudes. Sans doute prendre des exemples de solutions intéressantes dans l'histoire des crises précédentes. Oui, tout à fait, James, c'est une bonne idée Mhm. de trouver des exemples dans l'histoire précédente. Pas agressif, alors le mot est proactif, entreprenant. Exactement. Sylvain Milon, sors tes poignards de combat pour prouver ta bienveillance. Il rigole. Mhm. Sébastien Gourrier, dans le modèle de survie, ces trois F sont pertinents à évoquer. Petit à petit, j'apprends à basculer de la pensée de survie vers la pensée du vivant, de l'organique comme une forêt.
j'ai la sensation qu'en mode combat, on crée une tension en permanence. En mode samouraï, je pense qu'on peut faire corps avec un modèle organique et cela permettrait de relâcher la tension proposée par le mode combat. Du coup, même si c'est contre-instinctif, je pousse mes recherches pour semer la graine de la croissance d'un nouveau genre qui disrupte les peurs, nous poussant à agir en urgence. J'entends bien la notion de discipline. Oui, alors la discipline, ce n'est pas le sujet sur lequel je peux parler. Je ne suis pas très fort là-dedans. Ce n'est pas moi qui vais vous donner des conseils sur ça. Mais pour eux, le truc de combat, c'est-à-dire que, en fait, ça dépend de la vision que vous avez. Et je réalise que des gens ont des visions très différentes. Quand je parle de combat, dans ce cas-là, c'est tout à fait organique, pour reprendre le terme de Sébastien. C'est-à-dire que quand on pense à un combattant, on peut penser à une petite frappe dans la rue agressive, etc. Mais on peut aussi penser à un maître spirituel, un grand maître, un moine Shaolin. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'utilise. C'est-à-dire que le guerrier, au sens pur du terme, au sens spirituel du terme, il est totalement en harmonie avec la nature. Il n'est pas dans l'opposition, le combat, etc. Mais ça, c'est un petit peu trop philosophique pour… Ouais, ouais, ouais. Donc, tu étais dans le modèle des 3 F, tu nous as expliqué ce Ouais. modèle-là, tu nous as expliqué le mode combat. Voilà, il faut réagir, prendre des risques, sortir de sa zone de confort, préparer l'après. Voilà. Et du coup, la question, c'est donc une fois qu'on a travaillé sur nous, parce que je pense qu'il faut toujours commencer par soi. Donc, on a pris le temps d'accepter son stress, on a analysé ses pensées limitantes et on a réalisé dans quel mode de réaction face à la crise on était parmi ces 3 F. Maintenant, la question pour être capable d'adapter, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est comment adapter votre communication, votre message, vos offres à la situation actuelle. Eh bien, une fois qu'on est au clair sur nous, il faut qu'on parle de notre prospect, notre client, la personne qui est en face. Hmm. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, dans la tête de nos clients et prospects, et comment on peut s'adapter à ça? Parce que, comme je l'ai dit avant, si on essaye de parler de la même manière que d'habitude, alors que la situation est complètement différente, les gens le sentent et on devient immédiatement non pertinent. On peut se Hein. discréditer. C'est comme si on est dans une maison qui brûle et puis que je viens vers toi et que je te dis ah salut Hermina, comment ça va? Tu vas dire mais il est taré le gars, il y a tout qui brûle autour et il me parle comme si on était au café du coin. Oui, exactement. Alors, avant que tu continues, j'aimerais quand même poser une question à tout le monde. Vous êtes dans quel mode DF? Mettez-nous dans le chat. Est-ce que vous êtes en mode fight, combat, flight, fuir ou freeze, gelé? Donc, Vous pouvez n'hésitez être pas dans à nous le dire. plusieurs Ça modes, pourrait… vous pouvez être dans plusieurs modes en même temps. Parfois, on est dans plusieurs modes en même temps où on enchaîne de l'un à l'autre. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à nous le dire. Ça peut éclairer aussi Douchan par rapport à ce qu'il pourrait nous communiquer mercredi prochain. Pourquoi pas? Mhm. Et donc là, tu disais donc qu'il faut qu'on se mette à la place du client. Voilà, donc pour savoir maintenant qu'on est plus ou moins au clair sur notre propre psychologie, il faut qu'on réfléchisse à celle de nos prospects et clients. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nos prospects clients, ils sont comme nous, ils ont les mêmes peurs, les mêmes angoisses, le même stress, etc. Mais concrètement, quand on est dans une logique de marketing, de communication, qu'est-ce qui se passe? Euh, je pense que vous connaissez tous plus ou moins le concept de la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, c'est-à-dire cette pyramide qui dit on part des besoins très primaires, c'est-à-dire les besoins de base, genre nourriture, eau, etc. Physiologique, tout simplement. Oui, oui. On monte au niveau des du besoin de sécurité, le fait d'avoir voilà, un minimum de sécurité, d'avoir un toit, d'avoir un petit peu de prévision sur l'avenir, etc. Ensuite, on arrive au niveau 3, qui est le niveau des relations, de l'amour, de la communauté, le fait d'avoir des amis, etc. Niveau 4, c'est l'aspect réalisation, le fait d'être réalisé dans sa vie, dans sa carrière, d'être apprécié pour ses compétences, voilà, d'avoir un statut, finalement, un statut social, un statut professionnel. Et le dernier niveau, c'est vraiment la réalisation personnelle, c'est-à-dire le fait d'être complètement aligné dans ce qu'on fait, d'avoir une mission spirituelle, d'être vraiment voilà, au top. Et donc, on a cette pyramide. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde est à un niveau plus ou moins différent dans cette pyramide, mais les crises, les situations de stress généralisé ont tendance à faire que les gens ils descendent un peu d'un étage. D'accord? Là, on est complètement dans l'étage de la physiologie, dans l'étage 1 et 2, quoi. C'est-à-dire, ça va dépendre des gens. Tu as des gens qui ne sont pas du tout dans ces étages-là, ils n'ont aucune inquiétude parce qu'ils sont prêts, voilà. Mais de manière générale, les gens vont un petit peu descendre dans leurs préoccupations. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui était en mode
carrière, réalisation, etc., peut-être que tout d'un coup, il va plutôt passer en mode sécurité. Et de manière générale, quand vous parlez avec vos prospects clients, il faut tenir compte de ça. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur parler forcément dans le même mode que d'habitude. Il faut tenir compte, en tout cas, vous poser la question de est-ce qu'ils descendent un peu et dans quel mode ils descendent, et un petit peu adresser ça dans vos communications, parce que de nouveau, si vous faites comme si tout était comme d'habitude, vous ne serez pas pertinent dans la situation actuelle. D'accord? Donc maintenant, plus concrètement, vous avez plusieurs manières de toucher les gens par rapport à la crise et de lier ça à vos produits et services. D'accord? La première chose, c'est de faire exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire, si vous avez un produit qui touche à plusieurs niveaux différents. Par exemple, dans mon cas, en gros, ce que je vends, c'est le fait que des entrepreneurs atteignent le succès financier, le succès dans leur entreprise. Mais le succès financier, on peut en parler à plein de niveaux différents de la pyramide. Hein, le succès financier, ça veut dire avoir la sécurité. Hein, parce que si j'ai le succès que je veux en termes de business, de marketing, j'ai ma sécurité. Mais ça peut aussi vouloir dire la mission spirituelle, tout en haut de la pyramide. Parce que quelqu'un qui a ce succès-là, il est capable de diffuser son message au monde, il est aligné dans une mission, etc. etc. Ça peut être l'aspect communautaire, donc social, relationnel, parce que quand on a son entreprise, on crée tout d'un coup une dynamique, on échange avec des autres, on fait partie d'un mouvement, etc., etc. Donc en fait, il y a certains domaines, comme le mien par exemple, ils touchent à plus ou moins tous les étages de la pyramide. Donc si vous êtes dans un domaine comme ça, envisagez dans votre communication, et là je parle de votre communication, je parle de trucs très concrets, dans vos emails, dans vos publicités Facebook, dans vos vidéos, dans vos lettres de vente, peu importe, envisagez de vous dire, voilà, dans quel niveau mes gens descendent et dans quel niveau je dois leur parler maintenant. Et typiquement, moi, c'est très simple. Généralement, ma communication, elle est beaucoup basée sur l'aspect mission, sur l'aspect contribution, diffuser votre message à large échelle, valoriser votre message, votre expertise pour aider les gens. Et oui, faites de l'argent en même temps, mais le but, c'est vraiment le fait d'être aligné dans une direction. Sauf que maintenant, quand c'est la crise, je vais un petit peu adapter, je vais parler de sécurité. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez mettre en place ce que j'appelle une table à 1000 pieds, c'est-à-dire un business model qui est plus ou moins à l'épreuve des crises et qui vous permet, maintenant c'est trop tard, on me dit même pour celle-là, mais pour la suivante, qui vous permet d'être vraiment plus ou moins vulnérable à ce genre de situation. Donc voilà, je vais adapter mon langage à un étage plus bas de la pyramide. D'accord? Ça, c'est une première manière d'adapter vos communications à la situation actuelle, parce que les gens, si eux-mêmes, dans leurs besoins, ils descendent dans la pyramide, votre message doit aussi descendre dans la pyramide. Ça peut être le même produit que vous vendez, mais vous allez le vendre avec des arguments qui travaillent plutôt à un étage plutôt qu'à un autre étage. D'accord. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça fait sens? Oui, tout à fait. C'est comme dans la science du son, tu vois, tu as l'émetteur et tu as le récepteur. Si le récepteur est beaucoup plus bas, tu vois, la communication ne va pas passer. Oui, c'est exact, c'est une très bonne image. Oui, l'émetteur doit être au même niveau que le récepteur, sinon la communication ne passe pas, tout ça. On n'entend pas. On l'entend pas. C'est vraiment ça, cette image-là qui m'arrive. Un exemple de ça, il y a certaines personnes qui ont, en fait, dont le produit est assez facile à vendre en temps de crise parce que, par exemple, ces personnes, elles vendent de l'argent. Je vous donne un exemple. J'ai un client, il a inventé un additif pour moteur, pour chaudière, pour tous les systèmes à combustion. Et en fait, cet additif, quand on le met dans son moteur, ça nous permet d'utiliser le moteur 3 fois plus longtemps avec le même nombre de carburant. Donc, en fait, on se rend compte que si on achète son produit, on économise plus que ce que le produit nous coûte. Donc, autrement dit, quand on achète son produit et qu'on l'utilise, on économise plus que ce que ça nous coûte, y compris avec le produit. Donc, on gagne de l'argent. C'est un investissement, en fin de compte. Exactement. Et en fait, on peut parler des Rio, quoi. Et en fait, il me disait, mais là c'est la crise, même pensée limitante que beaucoup de gens, c'est la crise, les gens n'achètent plus. Et je lui disais, mais tu réalises ton produit, ce que tu vends vraiment, tu ne vends pas un produit chimique pour moteur, tu vends de l'argent au rabais. Et en fait, si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à montrer, ça c'est une autre piste précise pour votre communication, si vous arrivez à montrer que vous vendez de l'argent, dans une période de crise, les gens vont être très réceptifs et vont vous écouter. Et par exemple, dans mon cas, je le fais aussi comme ça, c'est-à-dire je dis, quand je vends mes services de consulting à des clients entrepreneurs, je leur dis, bah ouais,
mon tarif, c'est tant, mais si tu travailles avec moi, tu vas économiser tant de temps, tant d'argent, tant d'énergie parce que je vais t'amener directement au but et je vais t'éviter de passer par tous les aléas du truc. Donc, tu vas économiser du temps, de l'argent et de l'énergie. Quand on arrive à lier son service ou produit à une économie d'argent, de temps, d'énergie, ce qui est un peu la même chose au final, eh bien, on devient très pertinent en période de crise. Si les gens l'entendent et le croient, il y a toujours une dimension de confiance, mais si les gens comprennent et croient ce que vous leur montrez et que vous leur montrez que vous allez leur faire gagner de l'argent, eh bien, en temps de crise, vous avez encore plus de chances. Vous allez être plus percutant que d'habitude parce que c'est le souci de tout le monde maintenant. Donc, ça, c'est une autre piste de communication pour adapter vos communications. Et la troisième, c'est de tenir compte d'un autre facteur et d'insister sur un besoin. Parce que quand on pense à une crise, on voit toujours ce qu'on perd. C'est-à-dire, les gens dépensent moins, les gens peuvent plus sortir, voilà, les entrepreneurs peuvent plus faire leur business normalement parce que leurs boîtes ont été forcées de fermer, etc. Donc, on voit toujours ce qu'on perd. Il ne faut pas oublier ce qu'on gagne. Les gens sont chez eux beaucoup plus. Les gens sont beaucoup plus souvent devant un écran, devant Internet. Il y a moins de, ça c'est un des trucs dont on reparlera la prochaine fois, mais il y a beaucoup moins généralement, les frais publicitaires sont moins chers. C'est moins cher de toucher ses prospects parce qu'il y a moins de concurrence sur les régies publicitaires. Les gens sont en demande énorme de divertissement parce qu'on se fait chier, on est coincé chez nous, on se fait chier, donc on veut pouvoir se divertir. Les gens sont en demande énorme d'éducation pour la même raison, parce qu'on a enfin le temps. En tout cas, certaines personnes intelligentes et proactives se disent, plutôt que de regarder Netflix pendant 12 heures, je vais peut-être faire une formation qui va me donner un petit peu plus de ceci ou cela. Donc, il y a aussi énormément de choses positives. Donc, si vous arrivez à montrer, si votre produit amène aux gens une évolution personnelle, et là, je m'adresse en particulier aux coachs, aux infopreneurs, aux experts en tout genre, généralement, vous êtes dans le domaine de la transformation. Vous amenez une transformation, une évolution. Si vous arrivez à lier ça à la situation actuelle, vous allez être extrêmement pertinent. J'ai un client qui est en train en tout cas, je soupçonne qu'il va très prochainement cartonner dans cette crise. Ils vendent des formations de musique pour apprendre à jouer de la basse. Et ben, évidemment que les gens, dans cette période de confinement, ils se font chier, ils ont du temps. Qu'est-ce qui se passe? On se dit, ah, mais tiens, ça serait peut-être le moment de enfin jouer cet instrument que j'ai envie de jouer depuis longtemps, mais je ne m'y suis jamais mis. Et ça, quand on vend de l'évolution et de la transformation, c'est une période extrêmement propice. Mais si on parle aux gens comme d'habitude, ils ne vont pas se sentir concernés. Il faut montrer qu'on est au courant qu'il y a une crise et comment notre produit-service apporte une solution spécifique à leur situation du moment. Moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, il ne serait pas pertinent, même pour les personnes qui nous écoutent actuellement, de rajouter une notion de gaming et de transformer leurs produits et services en y rajoutant quelque chose qui pourrait divertir? Est-ce qu'on ne pourrait pas être là-dedans si notre produit était quelque chose de très classique? Je ne sais pas, moi, pourquoi pas une formation classique et y rajouter quelque chose de fun? De toute façon, de manière générale, là je reprends ce dont on discutait avant informellement, c'est-à-dire cette phrase tellement importante que m'avait donnée mon mentor en copywriting, Christian Godefroy, qui est considéré, enfin il nous a quittés maintenant, mais qui a été considéré comme le plus grand copywriter francophone au monde, et qui disait toute communication, tout texte doit éduquer, divertir et vendre. Oui. Il n'y a pas de distinction entre éduquer et vendre. La plupart des entrepreneurs, même assez avancés, ils ont parfois cette croyance que là, je fais du contenu où j'apporte de la valeur et là, je fais du contenu où je vends. Non, tout contenu doit en même temps éduquer, divertir et vendre. Et quand on comprend ça, on change notre approche de communication, de rédaction des contenus et on est beaucoup plus fort parce que les gens ne ressentent plus là, il est en train de m'éduquer, là, il est en train de me vendre. C'est tout en même temps. C'est beaucoup plus fort. C'est en fin de compte un peu, c'est ce que tu m'as expliqué par rapport au live. On éduque parce que l'expert donne une plus-value. Donc, on s'échange tous les deux, on donne moi j'analyse, je donne des questions,
les personnes interagissent également avec nous, donc il y a aussi ce côté divertissement. Et derrière, donc effectivement, proposer quelque chose à la fin. On proposera par exemple mercredi prochain, quelque chose que tu vas leur proposer mercredi prochain pour finaliser l'interview. Donc tout est logique en fin de compte. Donc chaque chose qu'on fait, aussi bien par mail que par live, donc le live est très pertinent en ce moment, c'est donner de la plus-value, éduquer, divertir. Donc comment divertir par mail? Donc il va falloir user de créativité et vendre, donc proposer une call to action à la fin. Donc, ça amène aussi à développer notre compétence de créativité. Et pour répondre à ta question sur l'aspect rajouter une dimension dans une formation, etc., évidemment, si vous pouvez le faire, c'est toujours bien. Mais dans un souci de vitesse, je ne pense même pas que vous avez besoin de tellement changer vos produits. Vous avez surtout besoin de changer la communication sur vos produits. C'est-à-dire, vous allez vendre les mêmes produits, mais en les présentant autrement pour que ça colle mieux à ce contexte actuel. D'accord? Donc, tous les gens qui sont dans le domaine de la transformation, c'est juste l'histoire de montrer que maintenant, c'est la meilleure période du monde pour que vos prospects et clients fassent cette transformation. Parce que maintenant, ils se font chier, ils ont le temps. Si vous vendez des produits pour les enfants, les parents ils sont coincés avec leurs enfants, ils aimeraient bien que leurs enfants ils fassent autre chose que regarder des stupidités à la TV toute la journée. Donc, il y a plein de domaines, il y a énormément de domaines où les gens ont beaucoup de besoins en termes de distraction, stimulation, etc. parce qu'ils s'ennuient vraiment et ils ont besoin de ça. Donc, il s'agit simplement de montrer comment vos produits peuvent apporter une solution à ce niveau-là et communiquer là-dessus, même si votre produit à la base, il fait autre chose, il a une autre promesse. D'accord? Parce que quelqu'un qui fait je dis n'importe quoi, vous vendez des formations pour apprendre l'anglais, a priori, quand on pense à apprendre l'anglais, les premiers arguments qui viennent, c'est voilà, vous pourrez voyager et parler avec un peu tout le monde, bien ça vous aidera pour votre CV. Donc, c'est des trucs très concrets, très, très pragmatiques, très matériels comme ça. Mais on ne va pas forcément insister sur le plaisir d'apprendre, le plaisir de voir une progression, le plaisir de faire quelque chose pour soi qu'on n'a jamais eu le temps de faire avant, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans cette période de crise. Les gens ont vraiment besoin de ça. Ils ont vraiment besoin d'être divertis et surtout stimulés. Et ils ont du temps. Il y a beaucoup de gens, ils s'emmerdent à mourir parce qu'ils ont vu tout Netflix, ils ont vu tout YouTube, ils ont vu tout Pornhub dans certains cas. Enfin, on ne sait pas. Ils ont vu tout et ils s'emmerdent et ils ont besoin d'aide. Donc, si vous pouvez leur apporter, leur montrer que votre solution, elle va leur permettre de, en même temps, passer le temps et sortir de tout ça grandi, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le produit que vous proposez, eh bien, vous allez devenir extrêmement pertinent. Et parce que vous êtes extrêmement pertinent, pour revenir sur une objection qui vient et qui est du début, parce que vous êtes extrêmement pertinent, pour la majorité des gens, vous n'allez pas passer pour un opportuniste qui essaie de profiter de la crise. Je parle de ça parce qu'on en a parlé au tout début, pour ceux qui étaient déjà là, et parce que je sais qu'il y a des gens qui ont cette pensée limitante de dire « je n'ose pas parler de la crise dans ma communication parce que ça fait un peu opportuniste, ça fait un peu vautour, etc. » Non, ce n'est pas vrai. Ça fait opportuniste et vautour seulement si, premièrement, vous vendez de la merde derrière, et deuxièmement, c'est votre lien à la crise est artificiel. Et puis surtout, si vous communiquez à des clients qui vous connaissent déjà, ils ne vont pas le considérer comme ça. Ils te connaissent déjà. C'est plus compliqué quand ce sont des prospects froids. Mais même dans les prospects froids, hein, tu vois, ma compagne Facebook qui a fait un peu du bad buzz à cause de ça, sur le moment, j'étais un peu blessé parce que je m'en suis pris plein la gueule. Mais quand j'ai regardé les chiffres, c'était 2-3 trolls. Et derrière, de l'autre côté, j'ai 300 personnes. Donc, même des gens qui ne vous connaissent pas, la plupart, ils le prennent bien quand vous êtes aligné avec vous-même. Donc, il faut être cohérent. Et ce qu'il faut éviter, c'est voilà ce que moi, je considère être de l'opportunisme crasse, c'est de mettre coronavirus dans son sujet d'email et puis de dire la même saloperie que d'habitude. C'est-à-dire que si vous écrivez la crise, blablabla, et dans votre mail, vous faites une promesse complètement généraliste, complètement vague, qui est en mode business as usual, là, ça ne va pas passer parce que les gens, ils vont se sentir arnaqués, en fait. Vous les avez trompés. Donc là, ça ne passe pas. Par contre, si vous avez fait cette réflexion qu'on a fait ensemble aujourd'hui et que vous adaptez vos offres, votre message, pas vos offres, votre message
à la situation actuelle, ben, il y aura toute une réflexion en profondeur qui fait que vous allez être cohérent dans chaque étape de votre communication. Et du coup, les gens ne devraient pas avoir, en tout cas l'énorme majorité des gens ne devraient pas du tout le prendre négativement. Hmm. Alors, vite fait, donc les retours. Sylvain Milon nous dit qu'il est en mode combat. Ah, une grosse pensée pour toi, Sylvain. Il a été obligé d'annuler son séminaire fin avril à Rennes. Son projet. Ouais. Oui, oui, bon, bah, ça va être reporté, Sylvain. Frédéric, je ne suis dans aucun des trois modes, mais s'il fallait en choisir un, je dirais fight par élimination des deux autres modes. Ok. Et de toute façon, dans un des trois modes, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais après, c'est juste, ça dépend comment tu te formules les choses à toi-même. Tu peux utiliser un autre mot, mais on sera tous dans une combinaison des trois en réalité. Oui, oui, mais c'est aussi prendre conscience du stress qu'on vit. Parce qu'on peut ne pas être conscient qu'on est en trois modes parce qu'on n'est pas conscient du stress qu'on vit. Oui, tout à fait, tout à fait. Karine Palazzolo, La voix du chevalier, Fabrice Midal est un magnifique livre à lire pour comprendre la noblesse du combat. Merci pour ce partage, Karine. Salut Karine. Fadila Dridi nous a rejoint, Tissan nous a rejoint, Coco Issan, Sébastien Yes, je suis en train de créer des outils ingénieux pour ajouter de la gamification dans son marketing. Dans cette optique d'éduquer, divertir et vendre sur la même page web. Yes, Sébastien, tu excelles dans cette optique de gamification, de divertissement en tout cas. J'ai découvert un de ces projets, je l'ai trouvé vraiment génial. Sylvain, comment mettre les enfants en hibernation durant 15 jours sans rien y connaître? Je ne sais pas quoi répondre. Un coup sec derrière la nuque. Je sais. Bon, là, on est dans le mode agressif. Hein. Je sais pas, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas parler de ça. Mais je sais, par contre, j'en discutais avec mon partenaire Didier Bonneville-Roussy, qui est en confinement avec trois enfants en bas âge, trois petits garçons en bas âge. Et ben, il disait c'était un peu un appel aux entrepreneurs. Il disait tout entrepreneur qui amène une solution aux gens qui doivent travailler chez eux et qui sont coincés avec des enfants en bas âge, s'il vous plaît, sortez quelque chose là-dessus, vous allez faire un carton parce que les gens deviennent dingues quand ils doivent travailler et qu'ils ont leurs enfants en même temps, c'est super dur à gérer. Et si en plus ces enfants peuvent être distraits et occupés d'une manière qui soit positive, qui soit saine et qui ne soit pas juste regarder des trucs stupides à la TV 24/24, eh ben, il y a une énorme demande dans ce domaine-là, par exemple. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Sébastien, est-ce que tu as quelque chose adapté aux enfants des entrepreneurs? Ça serait bien. Moi, je pense à ma fille, Elena Bussicevic, qui est en train de lancer, qui a lancé un site internet, le projet Lines, et elle s'est associée avec une orthophoniste pour justement éduquer les enfants, mais aussi les parents sur la communication, l'expression, en prenant en compte notre biologie, nos comportements depuis le plus jeune âge. Ça aide également les adultes. Et elles viennent de lancer des jeux en ligne pour les enfants. Hmm. Ça, Projetlines.com. c'est exactement le genre de truc dont on a besoin en ce moment, dans cette période-là. Donc voilà, si vous avez des enfants de bas âge, le projet Lines, line2se.com, n'hésitez pas. Voilà, il y a un projet, c'est celui de ma fille, qui est lancé, qui est vraiment très, très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là, je fais un peu de vente, Douchan. C'est bien. Donc du coup, tu nous as parlé donc des trois F. Donc des modes de la façon dont il faut qu'on change notre communication également. Donc, est-ce que tu as encore quelque chose? Enfin, je ne sais pas si tu as terminé ta Je crois que réflexion. On était sur ce pilier, sur cette stratégie-là, c'est-à-dire la dimension psychologique de la crise, j'ai en gros dit tout ce que j'avais à dire. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça se manifeste dans le concret sous la forme de stratégie marketing. Mais ça, si j'ai bien compris, c'est ce dont on va parler la prochaine fois, hein, le mercredi Oui, prochain. Ouais. oui, oui, tout à fait, parce que quand tu m'as présenté le contenu très, très riche de ton intervention, je savais que ça durerait beaucoup plus que 2 heures. Et Je on vois qu'on a fait là plus d'une heure sur le premier point déjà, donc je pense que c'est bien, tu as bien fait de diviser. Ouais. s'est proposé de couper la poire en deux Très et, bien. d'entamer cet aspect psychologique pour un peu donner l'eau à la bouche aussi de la mise en matière de cet aspect psychologique-là
avec tes stratégies marketing mercredi prochain à 14 heures. Mhm. Donc voilà, je vais en profiter. Donc n'hésitez pas à transmettre auprès de tous vos proches qui sont entrepreneurs et pas que ce live pour leur donner une idée de ce qui nous attend mercredi prochain à 14 heures avec Douchan. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous préparer pour mercredi prochain? Du coup, c'était quoi la suite de l'intervention Alors, initiale de ce jour? alors, en fait, j'ai deux choses. La première chose, en fait, c'est deux priorités pour les entrepreneurs aujourd'hui pendant cette crise. Et quand je parle de cette crise, je précise juste, je ne parle pas juste de la pandémie, de la crise de santé, je parle de la crise économique qui va suivre, qui est déjà là. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir réagir face à la crise actuelle, mais aussi réfléchir à comment vous pouvez concevoir votre entreprise pour qu'elle soit plus résistante aux crises futures, parce que c'est probablement pas la dernière crise de notre histoire. Donc voilà, on va un peu parler de ça. Et dans cette logique, on va parler de deux stratégies. La première, ce sera dans le but de générer du cash flow, parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est quand même critique aujourd'hui de générer du cash rapidement. Premièrement, pour être mieux armé en cas de problème, si tout d'un coup vous avez des imprévus, vous êtes embêté et tout, ça vous permettra de vous maintenir à flot plus longtemps. Et deuxièmement, parce que même si on est bien à flot, bah, générer du cash, ça permet de profiter d'opportunités, parce qu'il y a des opportunités particulières pendant la crise dont vous ne pouvez profiter que si vous avez non seulement du cash pour assurer votre sécurité, votre stabilité, mais aussi un peu des extras. Donc, générer du cash flow dans cette période, c'est extrêmement important. Et donc, je vous présenterai la campagne que j'ai utilisée, donc déjà que j'ai utilisée dans mon cas particulier, qui m'a permis de faire mon meilleur mois de chiffre d'affaires en mars 2020, et que j'ai aussi utilisé avec quelques faibles adaptations, que j'ai aussi utilisé avec une cliente qui avait à peu près tous les inconvénients possibles. C'est-à-dire que pendant que cette crise est arrivée, elle travaillait uniquement en présentiel. Donc tout d'un coup, plus possible de faire du présentiel, donc plus aucun revenu. Elle n'avait pas de site internet, pas de marketing par email, c'est-à-dire elle avait évidemment, comme tout le monde, on a tous un réseau, mais elle n'avait pas genre une liste dans un autorépondeur pour pouvoir le contacter facilement, et pas de budget publicitaire. Et en fait, donc avec cette personne qui était débutante en marketing et qui avait ni site, ni email, et qui ne pouvait plus travailler, qui était obligée de passer en mode digital tout d'un coup dans l'urgence parce qu'elle ne pouvait plus travailler, on a en 2 semaines utilisé cette campagne, on lui a généré pour elle 1000 euros de revenus mensuels, un peu plus de 1000 euros, 1021 euros de revenus mensuels en une petite campagne toute simple de 2 semaines. Et donc, si évidemment les résultats sont variables dans chaque cas, ce n'est pas des promesses de revenus, blablabla, mais si je prends cet exemple, c'est pour vous montrer que vraiment, elle avait tous les inconvénients possibles. Pas de liste, pas de site, pas d'expérience, 100% hors ligne, etc., etc. Et donc, c'est pour vous montrer que c'est possible et que si on a la bonne stratégie, on peut avoir des résultats intéressants, rapides et tout. Et donc, je vais vous présenter une campagne que l'énorme majorité d'entre vous devraient pouvoir appliquer très facilement et qui donne des résultats assez dingues, en tout cas à moi et mes clients. Et on parlera aussi un petit peu plus stratégiquement après cette campagne de ce que vous pouvez faire en termes de ce que vous pouvez faire pour préparer l'après. Parce que selon notre degré d'optimisme, on peut considérer que la période la plus brutale entre guillemets, du confinement et tout ça, ça commence à aller peut-être un petit peu mieux. Ça ne va peut-être pas durer encore très longtemps. Donc, j'aimerais aussi vous voir avec vous, voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour être le plus prêt possible lorsque les choses reviendront à la normale, pour que cette crise n'ait pas été juste un hiatus, une parenthèse dans la vie de votre entreprise, mais été un changement que vous avez su exploiter et dont vous avez pu profiter malgré toute l'adversité que ça provoque. En tout cas, mille merci. Franchement, c'était très, très intéressant ce début de programme. Moi, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. J'ai pris beaucoup de notes pour moi, tu vois. Super. Il faut absolument que je prenne des notes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 pages de notes pour moi. Wow. Ouais, pour moi, c'était très intéressant. Je vais voir s'il y a d'autres questions, pour finaliser. D'accord. Ok. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder ça.
Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion de mieux vous connaître et de vous voir mercredi prochain aussi. Oui, donc Afida, coucou Afida, donc n'hésite pas à revoir le live par la suite et nous poser des questions ou laisser un commentaire si tu le souhaites. Toutes les personnes qui vont regarder ce live, n'hésitez pas à regarder depuis le début, c'est très très intéressant. En tout cas, moi j'ai pris 5 pages de notes. Sébastien qui nous dit le rêveur ingénieux n'a rien dans les tiroirs pour le moment par rapport aux enfants souris. Bon, c'est pas grave. Sylvain, merci Doucha, Hermina, vivement les cas concrets. Oui, oui, je comprends tout à fait. Bon, bah, on va voir les cas concrets mercredi prochain à 14 heures. N'hésitez pas à partager ce live autour de vous et de partager auprès de votre communauté. Donc, ce rendez-vous de mercredi prochain à 14 heures. Sébastien qui dit, j'ai bien envie de voir la partie 2. Tu m'étonnes. Karine Palazzolo, merci. Ben, merci à vous d'avoir été présents jusqu'au bout. Sachez que nous aurons également un cadeau à la fin du live de mercredi prochain. Donc, n'hésitez pas à partager l'information. Merci beaucoup, Douchan, pour ce temps Merci à toi. et ta proactivité aujourd'hui qui a été phénoménale. Tu Mhm. m'as présenté tous les points d'aujourd'hui. Proactivité, réaction, adaptation, transformation. J'ai eu tout ça en l'espace d'une heure. Euh, Ouais. Des fois, j'essaie d'appliquer mes propres principes, c'est pas mal. En tout cas, voilà, ce fut un agréable moment et j'adore échanger avec des personnes qui sont proactives et qui s'adaptent, qui sont capables de réagir à la dernière minute. Ça démontre une force de caractère, une volonté, une confiance en soi et une force d'adaptation qui est énorme. Et tu l'as, ça c'est clair et net, tu l'as, Douchan. Merci beaucoup et on prépare le live de mercredi prochain. Merci à vous tous. Et je vous dis à mercredi prochain avec Douchan. Merci. Merci tout le monde. Bye bye. Merci Hermina. À tout bientôt.